Bonsoir et bienvenue à tous pour cette séance de clôture plénière de la 8e Convention nationale du CRIF qui va donc s'achever avec les 3 interventions que nous allons entendre dans un instant. Bonsoir Madame la maire de Paris, merci infiniment d'être avec nous pour clore cette convention du CRIF. Bonsoir Monsieur le Premier ministre, on vous remercie également très chaleureusement de votre présence parmi nous ce soir. Et enfin, un merci non moins chaleureux et enthousiaste à notre président Francis Khalifa, qui nous fait aussi le plaisir d'être là ce soir. Elle est disparue à la toute fin du mois de juin 2017. C'était Simone Veil, une femme très courageuse, une combattante inlassable de la liberté et aussi bien sûr une survivante des camps d'extermination. Nous avons souhaité, sous la forme d'un très bref film mis au point par Robert Egenès, lui rendre l'hommage qu'elle mérite, et il sera suivi de 2 lectures, l'une par notre ami Colombe Schneck et l'autre par notre ami Jean-Michel Martial, qui viendront nous rejoindre ici juste après la projection du film. Mais on va tout de suite laisser la parole aux images et à cette remémoration de la longue vie combattante de Simone Veil. Je suis fier d'être reçu par votre compagnie. De toutes les figures de notre époque, vous êtes l'une de celles que préfèrent les Français. Les seuls sentiments que vous pouvez inspirer et à eux et à nous sont l'admiration et l'affection. Je baisse la voix, on pourrait nous entendre. Comme l'immense majorité des Français, nous vous aimons, Madame.
Merci beaucoup. J'appelle donc Jean-Michel Martial et Colombe Schneck qui vont nous rejoindre et nous faire chacun une lecture. On les applaudit très chaleureusement. Madame Simone Veil, étant élue à l'Académie française, à la place laissée vacante par la mort de Pierre Messmer, y est venue prendre séance le jeudi 18 mars 2010 et a prononcé le discours qui suit. Mesdames, Messieurs, depuis que vous m'avez fait le très grand honneur de me convier à frapper à la porte de votre compagnie, qui s'est ouverte aussitôt, la fierté que j'éprouve ne s'est pas départie de quelques perplexités. En effet, même si l'Académie française, dès sa naissance, a toujours diversifié son annuaire, jusqu'à penser donc s'ouvrir à des femmes, elle demeure à mes yeux le temple de la langue française. Dans ce dernier bastion, elle épouse son temps sans céder aux dérives de la mode et de la facilité. Et par exemple, n'est-ce pas, Madame le secrétaire perpétuel, sans donner dans le travers qui consiste à faire semblant de croire que la féminisation des mots est un accélérateur de parité. Or, n'ayant moi-même aucune prétention littéraire, tout en considérant que la langue française demeure le pilier majeur de notre identité, je demeure surprise et émerveillée que vous m'ayez conviée à partager votre combat. À bien y réfléchir cependant, depuis que vous m'avez invité à vous rejoindre, moi qui ne quitte pas la pensée de ma mère, jour après jour, 2 tiers de siècle après sa disparition dans l'enfer de Bergen-Belsen, quelques jours avant la libération du camp, c'est bien celle de mon père, déporté lui aussi, et qui a disparu dans les pays baltes, qui m'accompagne. L'architecte du talent qu'il fut, Grand Prix de Rome, révérait la langue française. Et je n'évoque pas sans émotion le souvenir de ces repas de famille où j'avais recours au dictionnaire pour départager nos divergences sur le sens et l'orthographe des mots. Bien entendu, c'est lui qui avait toujours raison. Plus encore que je ne le suis, il serait ébloui que sa fille vienne occuper ici le fauteuil de Racine. Cependant, vous m'avez comblé en me conviant à parcourir l'itinéraire de ce héros de notre temps que fut Pierre Messmer. J'évoquais à l'instant la naissance de l'Académie. Dans sa monumentale Histoire de France, Jules Michelet le raconte ainsi. En 1636, une pièce de théâtre fait triomphe à Paris, œuvre d'un jeune avocat de Rouen, un certain Pierre Corneille. Elle ne chante pas, comme l'exigeait la tradition de l'époque, les amours contrariés d'un dieu et d'une princesse antique. La pièce exalte 2 sujets que Richelieu a interdits de ses jours, l'Espagne et le duel. Le cardinal est vite exaspéré par ceux qui ont pour Rodrigue les yeux de Chimène. Il prend cet engouement pour un affront, et à la cour et à la ville qui le défie, il veut opposer une assemblée de bon goût. Il sollicite ainsi les avis de Boisrobert, Conrart et quelques autres sur la pièce de Corneille. Vient ainsi de naître l'Académie française, c'est-à-dire, nous dit Michelet, une société qui s'occupa des mots, jamais des idées, et qui consacrait ses soins à polir notre langue. Cette société fut-elle fidèle à la vocation que le cardinal de Richelieu lui avait-elle assignée? S'est-elle limitée au seul mot, à l'exclusion des idées? Notre propos n'est pas d'en débattre. Observons seulement que ce sont des circonstances politiques, autant que littéraires, qui présidèrent à la création de votre compagnie. Je vais vous donner lecture d'un texte qui s'intitule « L'enfer ». Le convoi s'est immobilisé en pleine nuit, avant même l'ouverture des portes. Nous avons été assaillis par les cris des SS et les aboiements des chiens. Puis, les projecteurs aveuglants, la rampe de lancement. La scène avait un caractère irréel.
On nous arrachait à l'horreur du voyage pour nous précipiter en plein cauchemar. Nous étions au terme du périple, le camp d'Auschwitz-Birkenau. Les nazis ne laissaient rien au hasard. Nous étions accueillis par des bagnards que nous avons aussitôt identifiés comme des déportés français. Ils se tenaient sur le quai en répétant « Laissez vos bagages dans les wagons, mettez-vous en file, avancez ». Après quelques secondes d'hésitation, tout le monde s'exécutait. Quelques femmes gardèrent leur sac à main sans que personne s'y oppose. Vite, vite, il fallait faire vite. Soudain, j'ai entendu à mon oreille une voix inconnue me demander « Quel âge as-tu » À ma réponse, 16 ans et demi, a succédé une consigne. Surtout, dis bien que tu en as 18. Par la suite, en interrogeant les camarades aussi jeunes que moi, j'ai appris qu'elles aussi avaient sauvé leur peau parce qu'elles avaient suivi le même conseil murmuré à l'oreille. Dis que tu as 18 ans. La file est arrivée devant les SS qui opéraient la sélection avec la même rapidité. Certains disaient « Si vous êtes fatigué et si vous n'avez pas envie de marcher, montez dans les camions ». Nous avons répondu « Non, on préfère se dégourdir les jambes ». Beaucoup de personnes acceptaient ce qu'elles croyaient être une marque de sollicitude, surtout les femmes avec des enfants en bas âge. Dès qu'un camion était plein, il démarrait. Quand un SS m'a demandé mon âge, j'ai répondu spontanément « 18 ans ». C'est ainsi que toutes les trois nous avons échappé à la séparation et sommes demeurés ensemble dans la file des femmes. Bien qu'elle ait été opérée peu de temps auparavant de la vésicule biliaire et ait conservé des séquelles de cette intervention, maman, qui avait alors 44 ans, conservait une allure jeune. Elle était belle et d'une grande dignité. Milou avait alors 21 ans. Merci infiniment à tous les deux, Jean-Michel Martial et Colombe Schneck, d'avoir évoqué, d'avoir au fond rendu si présente la voix inoubliable de Simone Veil. Merci et on se retrouve tout à l'heure.